On a envie de grandir avec une taille qui nous permette de générer l'alpha. Si on veut maintenir ce 3% d'alpha, au-delà de 5 milliards, on ne sait pas faire. Ça ne nous fait pas rêver, ni Bruno ni moi, de gérer 50 milliards. Au contraire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la grande interview de News Asset Pro, un nouveau rendez-vous dans lequel on invite les dirigeants de la gestion d'actifs pour discuter de leur actualité, de leur stratégie et des sujets qui animent la place de Paris. Pour cette première édition, j'ai le plaisir d'accueillir le cofondateur et directeur général de Gemway Assets. Il exerce dans la finance depuis plus de 25 ans. Vous avez pu le croiser par le passé chez Fidelity, Edmond Rothschild AM ou encore HSBC, ou il y a un peu plus longtemps à Nantes et à Aix-en-Provence. Notre premier invité, c'est Michel Haudeban. Bonjour Michel. Bonjour Guillaume. Alors, Gemway Assets est une société de gestion indépendante spécialisée dans les marchés émergents. Ça tombe bien, beaucoup d'actualités, notamment sur le volet de la Chine en ce moment. On a vu les derniers chiffres, la croissance qui ralentit, la consommation des ménages qui est un peu déprimée, le secteur immobilier dans la tourmente. Comment vous, avec votre regard d'expert, vous voyez le contexte actuel ? Alors, le contexte actuel, il est fait de nombreux facteurs, plutôt tous négatifs, pour être honnête, mais qu'il faut un petit peu trier. Par exemple, croissance, nous on ne voit pas ça comme un problème, on a une très forte reprise post-Covid, maintenant ça se normalise, voire un tout petit peu plus, ce n'est pas un souci de notre côté. On attend 8% cette année de croissance du PIB selon le FMI, 5-6 l'an prochain, ce qui est quand même assez bas pour la Chine l'an prochain. Oui, mais c'est quand même la deuxième économie mondiale, ce sera sensiblement plus que la France une fois qu'elle se sera normalisée aussi, donc entre nous, c'est pas un gros sujet. Par contre, il y en a plein d'autres. Donc vous en avez évoqué quelques-uns. On a tout cet aspect réforme qui a été très fort sur la loi antitrust, sur la chasse à quelques mastodontes, Baba, Tencent. La loi antitrust, justement, tu pouvais nous rappeler les points principaux. Alors les points principaux, c'était petit 1, montrer qui est le maître, et donc l'ensemble de ces grands groupes, Baba, Tencent, Meituan, si on n'en cite que 3, qui sont globalement dans le monde Internet, e-commerce, qui étaient en train de devenir des énormes acteurs. Si on est simple, Baba, on va dire que c'est Amazon, Tencent, c'est un mix de Facebook et un peu de jeux, et Meituan, c'est la livraison de repas, donc on n'a pas vraiment l'équivalent, mais voilà. Ils étaient en train de devenir énormes. Je rappelle juste que Tencent et Baba sont les deux capis dans le top 10 mondial qui ne sont pas américaines. Ouais. Donc on est vraiment sur des méga caps. Alibaba a perdu un peu plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière, mais quand même encore plus gros que LVMH. Donc c'était vraiment des choses qui étaient devenues énormes. Visiblement, ça ne posait pas de problème à Pékin sur l'aspect contre-pouvoir, risque de faire de l'ombre. Mais par contre, ce que l'on a compris, c'est que petit 1, Pékin voulait redonner plus de pouvoir au peuple. On va le dire simplement, vous avez vu les différentes réformes qui sont venues. Et donc, cette loi antitrust, ça avait pour volonté de réduire, casser un peu les futurs monopoles, réduire ces 2-3 acteurs principaux et permettre aux autres de se développer. In fine, il y a beaucoup de bon sens. Vous avez peut-être vu, dans le domaine des jeux vidéo, par exemple, l'interdiction pour des ados de jouer plus de 3 heures par semaine. Il y a peut-être des auditeurs qui ont des ados à la maison, ils comprendront qu'ils seraient prêts à l'apprendre en France, j'imagine, très rapidement, parce que bien sûr, il y a beaucoup de bon sens. Et puis, il y a beaucoup de choses sur cette partie monopole qu'on pourrait aussi envisager pour des Amazon, Facebook ou autres. Oui, mais voilà, ça a été mis quand même dans un package de manière très directive, à la chinoise, et tout ça a un petit peu cassé la dynamique. Notre point de vue, nous, c'est de dire... On est sur une vague de réformes. D'ailleurs, on a sous-pondéré ces titres dès novembre dernier, il y a un an. Tencent, Alibaba, vous avez on a divisé vendu, par 2. On n'a pas vendu, non, mais on a divisé par 2 quand même les pondérations. On avait 9, 9,5 sur chaque titre. On est passé à 4, 4,5 en une heure. On est resté longtemps sous-pondéré. Notre sentiment, c'est que... Alors, on a pensé un moment que cette vague de régulation allait s'arrêter, là, au moment où on se parle, novembre, décembre. Et finalement, ça peut
peut continuer encore pendant quelques mois. On voit qu'il y a encore des petites choses. Sur quel secteur? Parce qu'il y a aussi eu les grosses boîtes de technologie de l'éducation en Chine qui ont été attaquées en C'est autre chose, ça. Ça a été attaqué. C'est pour ça que le problème, c'est qu'il y a quand même un pouvoir fort qui reprend en main. Ouais. Et qui reprend en main dans plein de secteurs. Et avec, dans chaque cas, des cas très différents. Donc, par exemple, ce qui a été fait contre Tencent Baba, c'était pour casser les monopoles. Maintenant, dans le cas Tencent Baba, le cas Tencent n'est pas le cas Baba. Parce que dans le cas Baba, il y a en plus un cas M. Jack Ma, qui est le patron d'Alibaba. Il a disparu pendant 3 mois. Oui, là, soyons clairs, Pékin veut le tuer, enfin, physiquement, hein, mais veut le réduire à néant économiquement. Il est possible, pour ne pas dire probable, que Pékin force M. Jack Ma à vendre les 4,7% du capital qui lui reste dans l'Alibaba dans les mois à venir. Tout ça pour dire que le traitement réservé à Tencent et à Baba n'est pas du tout le même de par la personnalité du président. Ouais. Ponima, le président de Tencent, est un très bon élève, parfait, qui fait exactement ce qu'attend Pékin, ce que veut Pékin. Sur la partie éducation, puisque vous en parliez, là on est dans un autre thème. Là, alors, à la chinoise encore une fois, du jour au lendemain, ils ont rayé un secteur qui pesait des dizaines de milliards de dollars, hein, 60, 70, 80 milliards de capitalisation boursière, c'était des très gros titres. Notre analyse est très simple. Ils ont fait ça quelques jours après un recensement très mauvais. On sait bien que la pyramide des âges n'est pas belle en Chine, ça c'est pas un scoop. Avec un vieillissement et les conséquences de la politique de l'enfant unique. Voilà, si ce n'est que là, le dernier recensement montrait qu'il restait encore, pour un couple, à 1,4 enfants. Donc quand vous mettez 2 pour faire 1,4, vous ne repeuplez pas vraiment le pays. Et donc, ça n'est suivi aussitôt des enquêtes d'opinion. Et le retour très clair, en effet, ça fait plusieurs années qu'on a arrêté la politique d'enfant unique. Pourquoi vous ne faites pas un peu plus d'enfants? Le retour très clair, pas possible. On s'ouvre déjà les veines pour payer les cours de soutien scolaire pour un enfant. On n'a pas les moyens d'en avoir 2, même pas la peine. Juste un mot là-dessus, on a en Chine quelque chose de très compétitif avec... Après l'équivalent d'un bac, je vais être très simple, après l'équivalent d'un bac, vous avez accès à l'université et ça se joue sur un concours. Soit vous êtes dans une université de 4e zone et vous aurez un métier sûrement pas passionnant, soit vous êtes dans les plus prestigieuses et l'avenir s'ouvre à vous. Donc les familles, qui n'ont pas de retraite d'ailleurs au passage, font tout pour que leurs enfants intègrent la meilleure université, avec l'idée que quelque part ils surviendront leur vieux jour ou ils les prendront dans leur appartement ou maison, ce qui se fait quand même beaucoup, et donc les poussent au maximum à réussir. Et là, ce dont on est en train de parler, c'était des cours de soutien scolaire. C'est pas les écoles qui sont chères, c'est des cours de soutien scolaire. Payants donc. Payants assez cher. Et donc la réponse de Pékin, c'était de dire, attendez, si ma natalité n'est pas bonne, parce que les cours de soutien scolaire sont trop chers, j'interdis qu'on gagne de l'argent sur ce secteur-là, donc je tue le secteur pour remettre ma natalité. Donc c'est un cas un peu particulier. Oui, et là, pour donner de l'eau un petit peu à Pékin, un chiffre qui va être qui est négatif sur la Chine moyen terme d'ailleurs, mais qu'il faut avoir en tête peut-être, les 20 dernières années, il y a eu à peu près 10 millions de personnes qui rejoignaient la masse salariale, la population active, tous les ans en Chine. Principalement des paysans qui ramassaient du riz qui n'était pas dans les statistiques, puis ils arrivent dans une ville un petit peu plus importante, ils sont livreurs par Alibaba, je sais pas, et donc du coup ils rentrent dans les statistiques. Là, on est sur un point mort. Aujourd'hui, on est à 0, et ce qui nous attend quand même sur les 15 prochaines années, c'est moins 5 millions de Chinois dans les populations actives tous les ans. Tout ça, c'est pas orientation, forte croissance en Chine, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est un point négatif long terme, mais si on revient sur les aspects réformes, beaucoup de choses qui ont été faites sont du bon sens, et ils l'ont fait dans une période où ils étaient forts. Donc on avait très bien anticipé, nous, pas tout bien anticipé, mais ça on l'avait très bien anticipé, on a très bien anticipé en novembre dernier, il y a un an, que la Chine, qui était la première à sortir du Covid, allait avoir de très beaux chiffres de croissance, donc plutôt en avance, vous l'avez dit, qui va terminer à 8%, bon, c'était beau, c'est beau cette année, et donc était dans une période forte pour faire des réformes dures. Nous, notre lecture, c'est que ce ne sera pas du tout le cas l'an prochain, ils vont plutôt chercher de la croissance, et qu'on va avoir, quelque part dans les mois à venir, un virage plus pro-business. Donc ils vont redevenir favorables
peut-être pas à Baba de suite, mais au moins à Tencent, etc., aux entreprises. Et on pense que cet aspect-là est fini. Pour terminer sur la Chine, le deuxième feu rouge, c'était la liquidité, puisque derrière, quand l'activité était repartie très forte, n'oubliez pas qu'on a une banque centrale traditionnelle, ça veut dire activité qui repart, je retiens de la liquidité. Beaucoup moins injectée que ses homologues occidentaux, et qu'elle-même après 2009 d'ailleurs. Elle a repris même. Elle a repris à partir de mars. Dernier, fin de mars 2021, elle a repris de la liquidité, ce qui est très mauvais pour le marché. C'est la raison de la baisse du marché chinois, principale, c'est qu'ils ont retiré la liquidité. Là, depuis juillet, ils ont baissé le taux de réserve, c'est-à-dire c'est un premier geste vers la liquidité. Voilà, et là, très clairement, ils vont rajouter. Donc les feux sont en train de passer à l'orange. Ça a été long, mais pour simplifier, notre point de vue, c'est on n'est pas cher. Le marché n'est pas cher en Chine. On est sur un point bas. Il nous manque quand même le catalyste. Et on ne voit pas le catalyste qui va faire repartir violemment à la hausse. On est plutôt optimiste croissance second semestre. Jusqu'à la fin des JO, ils vont avoir une politique difficile sur la Covid. Et donc, rien d'excitant jusqu'à fin janvier, début février. Avant de clôturer sur la Chine, quand même, le secteur immobilier, Evergrande, alors là, on est toujours dans fera défaut, fera pas défaut. D'autres promoteurs immobiliers en difficulté, Fantasia par exemple, ou Sunshine. L'immobilier, je crois que ça pèse quand même un tiers du PIB chinois. Ça vous inquiète pas ou... Alors, conséquences directes, indirectes, directes, aucune. On n'est pas dans ce secteur-là, c'est pas un secteur qu'on aime, on n'a jamais été, même dans sa vie précédente, sur ses 30 ans de track record, Bruno n'a jamais été sur cette classe d'actifs en Chine ou dans un autre pays. Donc, Bruno Vanier, le cofondateur de Voilà, le fondateur, le patron de la gestion chez GEMWest, président et patron de la gestion. Donc, immobilier, non, directement, indirectement, si, parce que vous voyez, on peut avoir des compagnies d'assurance, donc des sociétés qui sont investies et Evergrande nous a touchés. On envoie des flash marchés d'ailleurs, des choses comme ça. Le lendemain, on a envoyé un flash marché pour expliquer tout ça. Après, comment on voit les choses ? Alors, petit temps, pour nous, ce n'est pas du tout un moment Lehman. On a pu lire ça de temps en temps, c'est le moment Lehman, référence à Lehman Brothers de la Chine. Pas le même secteur, ça propage beaucoup moins dans l'immobilier. Et puis surtout, Lehman, ça a été un petit peu soudain. Quelques banques s'en sont sorties, mais beaucoup se sont fait prendre et dès la première minute. Là, ça fait plus de 9 mois que Evergrande avait dit à Pékin, on a un problème, on ne va plus pouvoir payer. Donc pourquoi ils ont entendu ? Sûrement parce que c'était le moment où vous étiez en train de restreindre la liquidité. Et quand vous avez un petit problème comme ça à 300 milliards, il vaut mieux que ce soit en phase d'expansion de liquidité. 300 milliards de dettes quand même, juste pour Evergrande, de dollars. Bien sûr. Global, parce que si on parle de la dette obligataire, on n'est qu'à 20 milliards. Mais global, je veux dire, là-dedans, il y a des dettes aussi. Le gros de la dette, c'est soit des artisans, soit des particuliers qui ont versé un acompte et qui voudraient bien avoir leur appartement, soit l'État. Ça va pas aider à la consommation si veut perdre leur argent. Ah non, c'est pas bon. Mais partons du principe, puis on va tout faire pour le soutenir. Vous parliez des autres, l'ensemble des acteurs, des 4-5 acteurs qui passent les 3 filtres rouges, qui montrent qu'ils sont dans mauvais état, c'est un peu plus de 7% du secteur. Ce n'est pas négligeable. Comment on voit cela ? Pour finir de répondre à votre question, des faillites partielles. Et sûrement, Evergrande, il y a des parties sur lesquelles ils vont faire défaut. Des restructurations. Vous vous rappelez peut-être qu'Evergrande était actionnaire de Saab, enfin de choses très originales, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec un groupe immobilier. Tout ça va être cédé. Et très vraisemblablement, c'est pour ça que ça risque de prendre un petit peu plus de temps, on voit Pékin en profiter pour régler, comme ils aiment bien le faire, dans l'ensemble, le problème immobilier. Aujourd'hui, Pékin trouve que l'immobilier est trop cher. Donc il est assez possible qu'on trouve, pas de suite, ce sera peut-être mi-2022, quelque chose comme ça, mais une solution packagée globale qui permette à la fois d'avoir des actifs rachetés par d'autres acteurs, parce qu'il est peu probable, en effet, qu'ils laissent, en une période de prospérité commune, le Pékin qui a acheté, l'habitant de Pékin qui a acheté un appartement studio, avoir perdu ses 15, 20, 30% d'un compte, il y aura sûrement des mécanismes de compensation et un soutien. Oui, ils feront acheter par d'autres acteurs. Mais il y aura des faillites, en effet des faillites partielles. Ok. Alors on parle maintenant de Gemway Asset Management, donc Assets, pas Asset Management d'ailleurs. Vous allez bientôt fêter vos 10 ans. Comment s'est passé 2021 pour vous ? Alors n'hésitez pas à nous bombarder de chiffres, les encours, la collecte, la performance. Comment ça s'est passé 2021 ? Alors 2021, ça a été rock'n'roll sur le marché. On l'a vu, la Chine, ça a été une année compliquée. Dans les points positifs, on a pu tester, c'est dans ces périodes-là, on a pu tester la fidélité de nos clients, et merci à eux.
On a collecté un peu plus de 300 millions de collecte nette, ce qui est plutôt très bien. Après 457 en 2020, qui était aussi une très bonne année pour vous. Exactement. On est à un peu plus d'1,8 milliard. Si je simplifie, 1,550 milliard sur GEM Equity, qui est un fonds global émergent, historique, qui a près de 10 ans dans notre track record, 160 millions sur un fonds Asie hors Japon, et 110 sur un fonds pure Chine. Donc en termes de collecte, ça s'est bien passé. En termes de performance, on va dire en phase avec les indices. Globalement, ça donne quoi? Ça donne un GEM Equity un petit peu en retrait, un GEM Asia, un GEM China, 4-5% devant les indices, donc il n'y a pas de quoi fanfaronner. Pourquoi peut-on être un petit peu content là-dessus? C'est parce que l'an dernier, on était 15, 20, 25% devant les indices suivant les fonds, mais c'était un mode qui était plus en faveur de notre style de gestion. Nous, on a un style de gestion où on a une thématique, c'est l'enrichissement des classes moyennes dans les pays émergents. Et ça revient surtout quand même à être sur la consommation, l'enrichissement de ces classes dans tous les pays. On est plutôt croissance. D'accord. Une année comme l'an dernier était tirée par la croissance, c'est une année très favorable. Ce n'est pas le cas tous les ans. Oui. En moyenne, les émergents sont des marchés croissance, parce qu'on a des sociétés qui partent de zéro, qui explosent. Et voilà. On est dans un monde de croissance, mais il y a des moments où c'est les cycliques qui performent mieux. C'est le cas de cette année. Donc dans une année où les cycliques ont mieux performé que les sociétés de croissance, c'est pas si mal que ça de tirer notre épingle du jeu et d'être soit 3-4% devant l'indice, soit 1 ou 2% derrière. Et d'ailleurs, l'ensemble des gérants, je le signale parce que c'est assez rare, les 3 gérants, donc et Bruno, et Ariel, et Elena, sont tous les 3 AAA CTY. Parce que justement, dans cette année difficile, nos concurrents qui ont un peu le même style que nous, on en a quelques-uns qui sont excellents, ont plutôt plus baissé que nous. Donc c'est dans les années difficiles qu'on fait des perfs. Après, en termes d'arbitrage, par rapport à d'autres classes d'actifs, c'est vrai que les actions marchés développés, Europe, US, c'était nettement plus éclatant cette année. Ça dépend des années, vos clients étaient quand même pas un peu déçus, quand bien même vous êtes proche des indices de référence. Ah non, oui, tout à fait. Ça ne même pas une super année pour les épargnants. C'est une très mauvaise année. La Chine, c'est le moins bon, le plus mauvais des grands marchés, développés ou émergents. Donc, bien sûr, c'est une très mauvaise année en absolu. Alors après, on peut voir un petit point un peu plus positif, c'est qu'aujourd'hui, on a accumulé un retard à 2 niveaux sur les émergents ou sur la Chine. Le premier retard, c'est un retard dans les portefeuilles, où, pour être simple, les investisseurs sont sous-pondérés de moitié. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 13% dans les indices, 12-13% d'émergents dans les indices, et les grands investisseurs institutionnels, banques privées, family office, ce que vous voulez, sociétés de gestion, sont à peu près investis à 7%. D'accord. Donc moitié, entre 7 et 13, ça fait à peu près 50% en plus. Rien ne les oblige à être surpondérés. Ça n'a pas été tout le temps le cas. Là, on est au maximum de la sous-pondération, quasiment. Puisqu'en 2010-2011, ils étaient surpondérés. Ils avaient à peu près 13% à l'époque, alors que dans les indices, on n'était qu'à 10, 10,5%. Puis est arrivé le tapering, vous vous rappelez, aux États américains, boum, une période un peu difficile. Et ils sont sortis, ils ont eu raison d'ailleurs, parce que les marges ont bien corrigé. Et aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment revenus. Mais là, d'ailleurs, surtout qu'on arrive aussi à un tapering aux États-Unis et en Europe, on ne va pas remonter les taux demain, mais en tout cas, le programme d'injection de liquidité va se réduire significativement l'an prochain. Donc on se dit, si c'est comme à l'époque, ça ne va pas non plus être très favorable à faire affluer les fonds vers les marchés émergents. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que l'on peut mettre comme bémol? Alors c'est toujours difficile de dire, cette année, cette fois, ça ne sera pas pareil, parce que malheureusement, souvent, l'histoire se répète. Quels sont les 2 points qui nous amènent à cette conclusion? C'est que, petit 1, quand c'est arrivé en 2013, on avait des devises émergentes, et en particulier, vous vous rappelez peut-être les 5 fragiles, Afrique du Sud, Brésil, Russie, Indonésie, qui étaient, en termes de prix de leurs devises, au plus haut historique. De 0 à 10, ils étaient à 10. Le tapering est arrivé, elles ont plongé, ça a été une baisse de marché, mais une baisse de devises énorme en 2013-2015. Là, aujourd'hui, on va dire, elles sont à 3. 2,5-3. Donc elles ne sont pas au plus bas, mais elles ne vont pas tomber du 10e étage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est peut-être encore plus clair, c'est qu'on a ces pays, donc là je vais parler des pays agrégés, on a pour ces pays-là, c'est fragile toujours, on avait en 2013 un déficit de balance courante de 1,5% du PIB. Donc elles étaient en assez fort déficit. Aujourd'hui, agrégées, elles sont à plus 1,5%, en situation totalement inverse. Ce qui soutient la monnaie. Ce qui
devrait aider un petit peu quand même. Globalement, comment on le voit? On le voit très positif pour la Chine. Ouais. En général, ce type de situation est très positif pour la Chine. D'ailleurs, ça a été positif à cette période-là. On le voit peut-être pas si négatif que ça pour la Russie, parce qu'on a quand même un pétrole qui tient à un certain niveau. Je rappelle c'est une économie très pétrole. Je rappelle qu'entre-temps, M. Poutine a fait un fonds de 180 milliards de dollars à sa main, qui pourra être là s'il y a une petite attaque spéculative contre la bourse, contre le rouble ou autre. Donc ils pourront se défendre. Ça peut être plus compliqué que pour un pays comme le Brésil, où on va avoir à faire face à cela. On a un retour de l'inflation qui commence à être important. L'inflation, maintenant, s'approche des deux chiffres, des 10%. On rappelle que l'inflation au Brésil, ça a été un gros problème. Donc, on a un retour de l'inflation, et puis on a un horizon politique qui est compliqué. Alors, ils cherchent peut-être une troisième voie, mais aujourd'hui, le plus probable, c'est un choix entre Lula et Bolsonaro. Économiquement, il n'y en a aucun des deux qui nous enchante, pour être honnête avec vous. Donc, voilà, on peut avoir de la prudence sur certaines fragiles. Sur les autres, on pense qu'on aura une année intéressante, entre autres parce qu'on a des niveaux de valorisation, typiquement en Chine, qui sont à des niveaux maintenant... On se paye quoi à peu près le marché chinois actuellement en termes de PE? On est à moins de 12, on est à 11%. Moins de 12, d'accord. Versus aux États-Unis, on est à quoi? 16, 17 en ce moment? Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, moi je dirais un peu plus, mais ça dépend. Et après, si on regarde de peer-to-peer, si on va comparer de l'Amazon à du Baba, on est dans des rapports de valorisation de 2-3. Ben justement, dans ce contexte-là, en termes d'allocation d'actifs, qu'est-ce que vous allez privilégier en 2022? Alors, qu'est-ce qu'on va privilégier? On va revenir. On est revenu sur la Chine, puisque je vous ai dit qu'à partir de novembre dernier, on était très sous-pondéré Chine. En fait, on était sous-pondéré Chine et surtout très surpondéré sur la partie chinoise, qui sont les actions locales, Shanghai, Shenzhen. C'est-à-dire que le reste, c'est quoi? C'est Hong Kong et New York. Les actions chinoises côté Hong Kong ou New York, on était très, très sous-pondéré. Très, ça veut dire à peu près 14%. D'accord. C'est pas mal quand même. Ça, on l'a coupé. Donc, on a réduit notre sous-pondération. On reste encore surpondéré action 1, parce qu'on trouve de très belles histoires, finalement moins sensibles à la guerre économique, parce qu'elle est là. La guerre économique sino-américaine, elle est là pour les 15 prochaines années. S'il y a bien une chose qu'a réussi Trump, c'est de réussir à rendre l'ensemble du peuple américain hostile vis-à-vis de la Chine. Alors qu'autrefois, c'était plutôt républicain, ça, mais c'était pas trop démocrate. L'ensemble des Américains sont convaincus que la Chine est leur principal ennemi. Et ça va durer. Ça ne va pas s'arrêter dans 3 minutes. Ce n'est que ça va évoluer. Donc on est plutôt là maintenant vers une bataille de la donnée. On l'a vu avec Didi, on l'a vu avec un certain nombre de choses. Didi, le Uber chinois qui s'est retiré récemment de la bourse sur injonction de Pékin, mais aussi parce qu'il y a des cadres réglementaires qui évoluent aux États-Unis. Vous n'êtes pas d'accord? Non, c'est pareil, il faut aller voir. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Didi? Didi, donc c'est le Uber, tout à fait. Et Pékin estime qu'il y a des données sensibles. Après, c'est son choix, mais ils estiment que Didi est amené à transporter des dirigeants, des cadres, des hommes politiques, etc. Et que ces données-là n'ont pas à partir à l'étranger, en particulier pas aux États-Unis. Donc, avant la cotation, Pékin a dit à Didi, attention, on a un problème de données. Vous voulez vous coter aux États-Unis, pourquoi pas, vous n'êtes pas le premier, mais on règle ce problème de données. A priori, il y a un actionnaire de Didi qui a un petit souci de cash et qui a dit à Didi non, on se compte quand même, il n'y a pas de loi. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi. Si ce n'est quand même que quand vous êtes chinois, l'actionnaire japonais, c'est SoftBank, qui était déjà pris dans des WeWork, etc., et qui voyait l'introduction de Didi comme la possibilité de prendre du cash. J'imagine que c'est pas Didi qui a voulu se coter quand même, parce que quand Pékin vous dit non, que vous êtes chinois, vous ne faites pas, vous ne financez pas. Même s'il n'y a pas de loi, on ne fait pas. Là, ils y sont allés quand même, contre l'avis de Pékin, si j'ose dire. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, Pékin a dit d'accord, vous y êtes allés? Bon, vous n'avez plus de nouvelles licences sur tous les taxis. Et l'action qui était introduite, qui était montée à 14, 17, elle est tombée à 7 en 4 jours. Et là, aujourd'hui, vous voyez, elle est à 6. Mais c'est plus un problème de SoftBank. Côté Pékin, ça a été très clair.
Mais on se demande quand même si cette année, il ne va pas y avoir aussi le retrait d'Alibaba de la bourse de New York et d'autres géants chinois, notamment à cause d'une nouvelle réglementation qui leur impose de se conformer à des audits comptables de standards américains d'ici fin 2022. Et si les entreprises chinoises refusent, a priori, les États-Unis leur montent la porte. Alors oui, tout à fait d'accord avec vous. Et là aussi, il faut quand même aller voir avec un peu plus de détails. Il y a d'abord beaucoup de sociétés, vous parliez de Baba, qui ont une double cotation. Ouais. Je rappelle que les deux sont fongibles. Ce qui n'est pas le cas entre Hong Kong et les actions. Ça, c'est pas du tout fongible. Shenzhen ou Shanghai. Mais là, c'est fongible. Donc ça veut dire que concrètement, Baba qui a sa double cotation, nous on a tout mis en Hong Kong. Si demain, Baba est retiré de New York, aujourd'hui, il y a presque plus de liquidités à Hong Kong qu'à New York sur Baba, donc c'est pas un gros sujet. Me diriez-vous, si on regarde plus long terme, oui, il y a peut-être un petit sujet de financement, parce que du coup, le financement américain qui nourrissait ces sociétés ne le nourriront plus. Ouais, ça a été le cas en 2015, le jour, par exemple, l'année où Baba s'est introduit à New York, les financements américains représentaient 8%, 9% des capitaux levés par les sociétés chinoises. Donc c'était pas nul. Aujourd'hui, c'est moins de 2%. D'accord. On n'est plus dans la même configuration. Du coup. C'est plus la même configuration, il y a beaucoup d'argent là-bas. Vous le savez, il y a plus de milliardaires en Chine qu'aux États-Unis. Donc voilà, alors je disais juste, donc, il y a ceux qui sont de la double cotation, ce ne sera pas un gros problème. Il y a ceux qui n'ont pas la double cotation et qui vont pouvoir la demander rapidement, et puis il y a ceux qui vont avoir des problèmes. Donc ceux qui vont avoir des problèmes pour avoir la double cotation, ce sont ceux qui, entre autres, ont des problèmes justement de données. C'est-à-dire qui ne pourront pas respecter les règles américaines parce que la Chine leur dira non, ça vous ne publiez pas, et qui, soit parce qu'ils n'ont pas assez d'intériorité pour différentes raisons, auront du mal à réintégrer Hong Kong. Donc là, je ne dis pas qu'il n'y a pas 2-3 titres. Nous, en tout cas, ce qu'on a fait il y a un mois, quand c'est arrivé, on a sorti les 2 titres qui étaient en question. C'était un peu moins de 1% du portefeuille. On les a vendus parce qu'en effet, ce risque existe. Et il n'existe pas pour ceux qui ont la double cotation. Pour ceux qui n'ont pas la double cotation... D'accord, donc en tout cas, ou plutôt un regard sur le marché domestique chinois, ou en tout cas sur là pour cette année notamment. Est-ce qu'il y a des styles de gestion que vous allez privilégier? Bon, j'imagine un peu value, vu que vous me parlez beaucoup de titres. Alors, on n'est pas trop value, on n'est pas trop value, vous avez compris. Non, là où on trouve de la déco, nous, c'est la grosse. Donc, on a des valeurs de croissance qui sont à des prix ridicules. On adore ça. Alors, on peut faire un peu de value, mais c'est marginal. On est sous-pondéré value de manière un peu systématique. Non, où est-ce qu'on a de très belles histoires? Dans plein de domaines. On a de très très belles histoires. On parlait un petit peu de Meta, de Facebook. Vous avez une société qui s'appelle Gore-Tex, par exemple, qui est vous connaissez peut-être, qui est un des plus gros assembleurs d'AirPods. Ils assemblent 45% des AirPods dans le monde, mais surtout qui est leader, qui a 90% de marché sur tous les casques de réalité virtuelle ou réalité augmentée. Si on a un Meta Facebook qui met en effet quelques dizaines de milliards régulièrement par an, on va sûrement vers un monde très important. Le leader du casque de la réalité virtuelle, ça peut être intéressant. On parlait de prix, on est à 22 de PE. Pour quelqu'un qui a 90% de part de marché sur quelque chose qui est en train d'exploser, c'est pas la même valorisation que Tesla. Non. Vous parlez de Tesla, vous avez du NIO, par exemple. Tout ce qui est autour de... L'équivalent chinois. L'équivalent chinois, oui, mais qui a quand même un petit avantage. C'est-à-dire qu'ils sont allés un cran plus loin, c'est-à-dire qu'ils vous changent la batterie en 3 minutes. Vous allez vous arrêter dans un garage NIO, si j'ose dire, sur un petit élévateur, on vous retire la batterie, on vous en met une qui est chargée, 3 minutes après, vous repartez. Donc vous faites un Paris-Nice, vous n'avez pas à vous arrêter 1 heure à Lyon et à occuper les enfants, si vous en avez, peut-être pas encore, mais vous préparez l'avenir. Vous allez directement, vous arrêtez 2 minutes et demie le temps d'un plein et vous repartez. Ok, donc pas mal d'idées, effectivement. Beaucoup d'idées dans le verre. Beaucoup d'idées dans le verre aussi, sur un mot peut-être pour terminer sur la partie allocation. Les marchés frontières, ça vous intéresse? Ça intéresse pas mal de gérants, les futurs marchés émergents ou pas? Alors ça nous intéresse, on n'est ni pour ni contre. C'est-à-dire qu'il y a quelques marchés qu'on trouve très intéressants, comme le Vietnam ou autres, ponctuellement. Le souci que l'on a habituellement, c'est un problème de liquidité. Je vous donne une idée sur l'ensemble du Nigeria, qui est, quand on regarde l'Afrique, un pays qui est intéressant, le Nigeria. C'est un pays très peuplé, en forte croissance, etc. Sur l'ensemble de la bourse nigériane, il se traite 20 millions de dollars par jour. Sur les actions A dont on parlait tout à l'heure, il se traite 100 milliards. Je parle bien de l'ensemble de la bourse quand je dis 20 millions. Donc, c'est un marché de private equity. Voilà, il faut le faire en private equity. Dernière chose que je rajouterai quand même, c'est que toute la partie
ESG, ISR, est quelque chose de particulièrement important pour nous sur les émergents, entre autres la partie gouvernance. Ça permet vraiment de réduire les risques du portefeuille. Une société qui a un problème de gouvernance dans les émergents, vous payez sa cash de suite. Ça vous est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Vous avez le nom de la valeur? Ça va... Oh, il y en a plein, malheureusement, s'il y en avait eu qu'une, il y en a une. Non, mais l'histoire, si vous avez une forme Une histoire, ça s'est matérialisé, le King Coffee que j'ai en tête, c'est une société qui avait un... On l'a pas eu, mais il y en a plein qu'on a eu. C'est une société qui était dans Starbucks, vous voyez, qui fait des... Le King Coffee? Oui, le King, vous avez suivi. Bon, ils ouvraient un peu plus de 1800 cafés en 18 mois. Vous voyez le nombre de cafés ouverts par jour. La Darling qui était comme ça, on est allé chez eux, on n'a pas bien senti la gouvernance, on n'a pas investi, ce qui était courageux à l'époque parce que c'était une société qui caracolait en tête. 6 mois après, il y a eu un problème de gouvernance. On avait vu le bout de l'iceberg, on avait peut-être vu 10 problèmes du problème de gouvernance, mais si vous avez vu la société, elle a perdu 40 et 80% en un peu plus d'un mois. Tout à fait, ouais. Donc oui, ce problème-là permet d'éviter les chiens, comme disaient les Américains, donc de avoid the dogs et de limiter les risques. Appréhender comme ça, ok. Pour la stratégie cette fois-ci que vous avez à Jamway Assets, plutôt en matière de développement commercial cette fois, voilà, aujourd'hui vous expliquez un peu vos principaux partenaires et vers quel type d'acteurs vous voulez aller davantage. C'est aussi une question sur votre développement potentiellement géographique. Je sais que vous aviez recruté quelqu'un en Italie il y a quelques années. Voilà, quelle est votre stratégie de développement pour la société? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment être un modèle. On est très, très, très atypique. C'est-à-dire que nous gérons 1,8 milliard. Vous êtes une douzaine. Pardon? Vous êtes une douzaine. Bravo, exactement. Nous sommes 12. Déjà, c'est un ratio un peu bizarre. On ne fait pas de demande. On a 3 fonds. On est en train de lancer un 4e fonds sur la dette, mais on va en parler. On peut être sûr que vous ne l'oubliez pas. Mais on n'a pas de mandat, par exemple. On n'a pas de client particulier. Donc, on a un modèle très pur. Et on a ce même modèle très pur sur les clients. C'est-à-dire qu'on a un nombre de clients très réduit sur les pays sur lesquels nous sommes. C'est-à-dire la Suisse, on a 35 clients. On a 80 prospects. Alors qu'il y a 6500 high-end distributors, trieurs gérants, family office, fonds de fonds, etc. 6500 clients, je veux dire, potentiels, banque privée, banque à réseau. Donc on travaille avec peu de clients ou de prospects. On essaie de donner un service de très grande qualité à ces clients-là. Et je pense qu'on va continuer comme ça. Mais on parlait de ratio atypique. Sur 1,8 milliard, on est 2 commerciaux et demi. Ouais. Le demi-commercial, c'est moi, qui fait un petit peu d'autres choses. Mais il y a quelqu'un sur les clientèles distribution France, CGP, Family Office, Société de gestion. Quelqu'un sur l'Italie, vous en parliez tout à l'heure. Et puis voilà. Le reste du monde, je fais ça. Bruno s'occupe d'un pays aussi en particulier. Donc, est-ce qu'on est un modèle? Je pense qu'on est très, très atypique par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de développer notre partie institutionnelle, ce qui peut être original quand je dis qu'on ne fait pas de mandat. Mais on a des pays comme l'Italie, vous en parliez par exemple, où les gros institutionnels investissent dans des fonds. Bon, ça on adore, parce que ça en termes d'économie d'échelle, c'est top. Donc on va continuer à développer notre présence vers les clients institutionnels. En termes de pays, on est en train d'ouvrir l'Espagne. D'accord. On va se développer un petit peu plus sur cette Pour client. quand ça à peu près Ah là, ça y est, le fonds est agréé, donc on y va. Premier que la Covid nous laisse faire des choses avec des événements, parce qu'on a des pays quand même où c'est de plus en plus difficile de faire des événements. Quand vous attaquez un nouveau marché, c'est quand même bien un moment de voir les gens, de les rencontrer, voilà. Mais bon, le reste on le suit à distance. Du coup, à l'issue de cela, vous serez actif donc, en France, en Suisse, Italie, Espagne. Il y a d'autres marchés sur lesquels vous êtes On est sur la Belgique, sur le Luxembourg, sur l'Autriche, sur Israël. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait en Asie et au Canada. Donc pour le moment, pas de réponse à très court terme, mais il est possible que le Canada avance assez rapidement. Ok. Est-ce que vous vous fixez des objectifs en termes annuels ou pluriannuels, que ce soit en termes de collecte, de performance, d'actifs sous gestion, vers quoi vous voulez aller? Alors, en termes de performance, on se l'est fixé il y a longtemps, on le tient à peu près, c'est 4% d'alpha, 3-4%, minimum 3% d'alpha de surperformance après frais de gestion, bien sûr, pour les paris. Ça, on le tient plutôt largement, on est plutôt sensiblement dessus, donc on va dire 3% d'alpha net de frais de gestion. En termes de collecte, on ne se fixe pas d'objectif quotidien. En termes le premier chiffre déjà qui va nous faire plaisir, c'est 2 milliards. Et on n'y est pas, parce que là, cette fin d'année est un peu compliquée. Je pense que, on ne voit pas de rachat, mais on ne voit pas de clients se précipiter. Donc le premier chiffre est 2 milliards. De notre côté, on a des chiffres maximum parce qu'on n'a pas envie
de grossir trop, parce qu'on est dans un monde où la capacité existe. Typiquement, sur la partie action, là où GEM Equity pèse 1,5 milliard, à 3,5 milliards on ferme. Et sur l'ensemble des 3 fonds, GEM Equity, GEM Asia, GEM China, à 5 milliards, on fermera. Pourquoi vous voulez Parce pas le qu'après, faire grossir plus? Non, c'est pas faire de la perf après. D'accord. On a des marchés qui sont, si vous voulez, avec les règles clonage. Je vous ai dit, on est sous-pondéré sur les valeurs cycliques. Ouais. Je ne l'ai pas dit, mais on n'est pas sur les toutes petites valeurs. On aime bien sur les titres liquides. On a un petit critère très simple. 500 millions de CAPI, 500 millions de chiffre d'affaires, 1 million de transactions jour. Mais ce petit critère qu'un enfant de 3 ans peut appliquer, vous l'appliquez avec un « et » sur le marché émergent, vous passez de 22 000 titres cotés à 2 000. On élimine 90% des sociétés cotées sur la place. Notre univers d'investissement, c'est les 2 000. Et du coup, on a des titres qui liquident. Même s'il y a un problème à la Lehman, on vend 90% du portefeuille dans la journée. Ouais. Donc on a un titre liquide, d'un portefeuille très liquide, même dans les périodes un peu, pas coincé. Ouais, un petit peu compliquées. Est-ce que derrière, on a envie de faire évoluer les choses? Oui, on a plutôt envie d'avoir enfin, peut-être pas forcément évoluer, mais on a envie de grandir avec une taille qui nous permette de générer l'alpha. Si on veut maintenir ce 3% d'alpha, au-delà de 5 milliards, on ne sait pas faire. Ça ne nous fait pas rêver, ni Bruno ni moi, de gérer 50 milliards. Au contraire, bien au contraire. Donc objectif 5 milliards et on verra quand. Voilà, ça sera très bien. En parlant justement de taille, un sujet quand même qu'on a beaucoup vu cette année sur la place de Paris, c'est la consolidation quand même. Alors il y a évidemment le rachat de Lyxor par Amundi, mais même dans les acteurs de taille inférieure, il y a Oddo BHF et Siena IM qui sont assez actifs en ce moment. Vous, comment vous analysez cette consolidation dans l'univers de la gestion d'actifs? Pourquoi elle se passe? Alors elle se passe, on le sait, on a quand même une forte pression réglementaire, on a parlé d'ESG, d'ISR tout à l'heure, on a commencé nous dès 2014, on est UNPRI depuis 2014, etc. C'est peut-être pas les derniers des boutiques, en particulier des boutiques émergentes, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est un must, donc il faut que tout le monde y passe, même, etc. Donc on voit bien que ça engendre des coûts qui sont très importants. Ne parlons pas de l'EET qui est en train de nous arriver, donc le MT, EMT, EPT façon ESG, on va avoir des reportings c'est très bien, je ne m'en plains pas, mais on voit bien juste qu'il faut quand même des moyens qui commencent à devenir très importants, donc il faut des sociétés qui soient très rentables. Après, on peut regarder 2 choses différentes. On a une approche, un effet de taille, en disant plus je suis gros, plus je vais avoir des économies d'échelle, et donc plus je pourrai être efficace. Ça a sûrement du sens. C'est pas forcément facile. Il y a quelques acteurs qui arrivent. Et mon ancienne maison, vous en parliez tout à l'heure, Fidelity, je trouve qu'on continue à très bien le faire. C'est pas forcément facile de gérer 10, 20, 50, 100, 1000 milliards et continuer à générer de l'alpha. Parce qu'on a tendance à avoir quelque chose qui se benchmarkise, ou même des décisions, quand vous avez un comité d'investissement avec 20 personnes. Pour être réactif. Compliqué d'avoir beaucoup de conviction. Nous, on revendique une gestion de conviction. Donc notre approche, vous l'avez compris, c'est d'avoir une très forte rentabilité. Dans tous les cas, là où on est tous d'accord, c'est qu'il faut une très grosse rentabilité pour survivre. Ça, c'est quoi la fourchette de rentabilité pour survivre? Ça dépend de la taille. C'est-à-dire que nous, c'est très élevé parce qu'on n'est pas très gros. 1,8 milliard, on va dire qu'on est petit si on commence à se comparer dans l'univers des mammouths. Il est évident qu'un Amundi n'a pas besoin d'avoir les mêmes niveaux de rentabilité que nous. Maintenant, en termes d'alpha, on est assez confiant sur le fait qu'on pourra générer plus que, oui. Alors là, je vais vous parler d'un concurrent qu'on respecte tout à fait, qui est Vontobel, qui est un Suisse, qui est excellent dans le monde émergent. Ils avaient une bonne 20% d'avance sur nous, ce qui est quand même beaucoup, il y a 2 ans. En 2 ans, on leur a rattrapé 20-25%. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés de 4 à 12 milliards sur les émergents. Ils ont triplé, les équipes sont toujours là, ils étaient excellents, ils ne sont pas devenus complètement débiles du jour au lendemain. Mais avoir une taille trop grosse, c'est moins facile. Quand je vous disais, on a divisé par 2 en 1 heure. C'est plus compliqué quand on a des plus gros encours. Si vous avez 50, 100 milliards, vous voyez, vous avez 10% sur l'Inde, vous voulez en vendre la moitié, mais ça fait de suite de 5, 10, 15 milliards, ça ne se vend pas comme ça. Ça dépend du temps. Donc vous, le modèle économique, il tient, voilà, vous ne cherchez pas à participer à la consolidation, à faire des acquisitions ou à vous... Pas d'opposition, je dis juste il faut que ça ait du sens. Donc déjà, il faut que les cibles partagent un peu nos valeurs,
racheter un acteur qui pèse 300, 400, 500 millions, où ils sont déjà 25 pour gérer ça, et où on va passer 2 ans à restructurer tout ça, à les intégrer, peut-être malheureusement à devoir s'en séparer de la moitié. Non, honnêtement, on préfère passer son temps à collecter, mais je pense que ça a du sens. On le voit, ça a beaucoup de sens aujourd'hui dans la partie distribution. Donc on a évidemment des groupements qui font un très grand succès dans ce domaine-là. Les mauvaises langues peuvent dire oui, mais ça va ressembler à des banques. Je ne suis pas sûr, parce qu'ils gardent quand même cet état d'esprit indépendant, donc même si en termes de taille ils grossissent, je pense que c'est un modèle qui est intéressant. C'est un modèle qui est surtout intéressant quand ils achètent, ils rachètent de la gestion d'actifs, et donc à la base ce sont des distributeurs avec des valos VE multiples de BE qui sont très élevés, qui rachètent de l'asset management qui ont un multiple de BE plus bas, et qui arrivent à revaloriser tout ça, donc on va dire c'est relutif immédiatement. Donc ça a beaucoup de sens quand Cyrus ou autre rachètent des activités de gestion. Je trouve que c'est très très bien vu stratégiquement. Sur le reste, l'asset manager qui achète l'asset manager, je pense que ça a beaucoup de sens qu'on est en train de compléter des gammes. Et nous, on s'est posé des questions sur la dette émergente. Ouais. Est-ce qu'on crée ou est-ce qu'on rachète Si on avait vraiment trouvé ce qui nous cherchait, on était prêts. Vous aviez sondé un peu, vous aviez discuté avec des acteurs. On a regardé quelques acteurs, il y en avait qui étaient très intéressants, très intelligents. Puis après, des choses qui pouvaient gêner un petit peu, mais globalement, ça c'était vraiment une piste. Donc cette piste, on ne la ferme pas du tout par principe, mais il faut que ça s'enclenche bien. Après, chercher à grossir pour grossir et dire ce serait beaucoup mieux si GEM Equity pesait 3 milliards parce qu'on aurait racheté un portefeuille d'1,5 milliard, pas sûr. Pas votre ADN. Justement, le GEM Bond, très bon jeu de mots d'ailleurs, c'est votre nouveau fonds obligataire. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi vous allez sur la dette alors que vous étiez effectivement plus sur les actions avec les 3 précédents? Alors GEMway, c'est Global Emerging Market, le nom. Donc l'idée, c'est d'être vraiment concentré sur cette classe d'actifs. Et en effet, dans cette classe d'actifs, il y a de la dette et des actions. On avance étape par étape. Je vous disais qu'on a peu de fonds par rapport aux concurrents parce qu'on a attendu clairement de passer 1 milliard avant de se dire, allez, est-ce qu'on regarde un peu la dette? Et après, on a cherché un gérant qui était prêt, soit qui était en France, soit qui était prêt à venir à Paris. C'était le cas de Guillaume. On est ravis que Guillaume nous rejoigne. Guillaume Rito est un gérant simple à Citywire. On est sûrement un des meilleurs sur la place. 17 ans d'expérience sur la gestion de dette euro, 9 ans sur la dette émergente. Un très beau fonds. Il a été, Citywire l'a nommé gérant Best Emerging Market Manager l'an dernier. Donc un gérant de très grande qualité. Donc il fallait qu'il ait la rencontre humaine. Et puis qu'il ait envie de nous rejoindre. Et on était prêt pour le lancer. Pourquoi maintenant? D'abord, je pense que c'est en effet un moment intéressant. On a des taux, des spreads qui sont assez bas sur la partie investment grade. Par contre, toute la partie high yield émergente est quasiment sur les plus hauts en termes de spread, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. Si vous éliminez les 2 petits spikes de 2008, Lehman et 2020, Covid, vous êtes sur des niveaux les plus hauts. Donc on a des niveaux de spread qui rémunèrent très bien le risque dans la dette émergente high yield. On parle de quoi? On parle de 4 points de surperformance à peu près. Alors pile poil. Oui, le portefeuille qu'on s'apprête à lancer mardi prochain a un taux actuariel au moment où on se parle de 4,75, 4,80. Quand vous couvrez, parce qu'on va le couvrir en risque de change contre l'euro, donc il n'y aura pas de risque, vous êtes à 4%. Vous avez 4% de plus que sur la dette euro corporate de maturité équivalente. Bon, et vous serez quand même quasiment, si j'ai bien compris, sur ce fonds, quasiment que sur des produits plutôt de taux souverains, en fait. Vous n'allez pas trop sur le corporate. Pourquoi? C'est trop risqué quand même? Déjà que bon, le souverain émergent, c'est plus risqué bien sûr que le souverain européen. Alors, ça l'est quand même moins que le corporate, c'est surtout beaucoup plus liquide que le corporate. Dans la première approche, vous avez compris, quand je vous répondais tout à l'heure sur le marché frontière, on aime bien que ce soit liquide, on aime bien pouvoir vendre, on aime bien dormir la nuit, donc pour pouvoir vendre s'il faut. Ça, très clairement, le souverain est beaucoup plus liquide. On a voulu un produit un peu corps de portefeuille, mais dans lequel le gérant puisse s'exprimer, générer de l'alpha, et donc en plus d'un effet, vous avez tout à fait raison, un cœur qui est souverain, devise dure, dollars, quoi, pour être simple. On va avoir la possibilité d'avoir jusqu'à 20% de diversification, si j'ose dire, soit en devise locale, souverain devise locale, soit en corporate. Et bien sûr, le corporate a du sens. On voit bien que quand il s'agit de choisir des corporates chinois, les gérants de GEM China pourront aider Guillaume au choix des titres. Donc l'alpha qu'on génère de GEM China pourra apporter aussi de l'alpha dans GEM Bond.
et vice-versa d'ailleurs, sur la partie macro. Donc on pense que tout ça sera très vertueux. Les intérêts que l'on a en termes des clients sont intéressants. Beaucoup de clients qui, vous parliez d'Italie par exemple tout à l'heure, des clients qui n'ont pas de contrat en euros. Hein, on a un contrat en euros qui est une bête un peu particulière en France, mais l'Italie, ils n'ont pas ça, pas vraiment, du moins pas comme nous. Et du coup, ils ont des obligations italiennes qui rapportaient beaucoup, mais qui maintenant sont passées en territoire neutre à zéro, voire négatif. Et dans ce cas-là, ils sont ravis d'avoir un 4% de pick-up de taux actuariel. Hein. Ça ne donne pas 4% de performance tous les ans, on est bien d'accord. Hein. Mais le taux actuariel est 4% au-dessus. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis, merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite sur News Asset Pro.